puis Alain Epelboin est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin anthropologue au CNRS et vous êtes notamment consultant pour l'OMS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette décision donc unilatérale de la part de Kigali de fermer ses frontières avec l'État voisin, est-ce un principe de précaution? Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter ou il s'agit là seulement d'une décision plus politique? Il y a des milliers de gens qui font le trafic entre le Rwanda et la RDC tous les jours, de toute une série de gens dont l'économie quotidienne est basée là-dessus. Vous voyez par exemple le troisième cas dont on parle, c'est un enfant de 1 an qui est l'enfant du deuxième cas, qui est un monsieur qui venait d'une zone aurifère au Congo, enfin en République démocratique du Congo. Et il faut penser que fermer les frontières, comme toujours, il y a une légitimité, mais qu'en même temps, il y a ce qui passe officiellement et ce qui passe officieusement. Et parmi les choses qui passent officieusement pour une grande partie, ce sont des ressources minières de République démocratique du Congo qui sont exportées par les pays voisins donc des passages illicites vont continuer à fonctionner. Et puis j'ajouterais que certains ont analysé que la République démocratique du Congo avait intérêt aussi à fermer sa frontière à un moment donné pour reprendre en main ces trafics de coltan, où l'illicite et le criminel sont étroitement mélangés et alimentent financièrement ces milices terroristes qui volent des enfants, qui violent des femmes, qui tuent à l'aveuglette. Voilà, ça c'est donc pour la dimension, surtout votre réaction à cette mesure qui n'est pas si efficace que ça, si l'on suit votre logique, puisque les frontières ne sont pas si étanches. On va revenir au défi. Quand même, les cas précédents ont été bien analysés, bien repérés. C'est-à-dire il y a quand même une efficacité du contrôle, du suivi des contacts, même si en RDC une grande partie des nouveaux cas relèvent de contacts non identifiés. Il y a une efficacité maintenant. Dans la détection de la maladie et dans la contenance du risque? Dans l'identification des personnes qui sont passées et a posteriori de réidentifier les éventuels contacts, les contacts d'une personne. Il y a un travail de grande qualité qui se produit à ce niveau-là. Et alors une fois que ces contacts sont identifiés, en principe, ils doivent donc recevoir un vaccin. J'aimerais aussi vous interroger là-dessus. Il y avait un précédent sérum qui était utilisé jusqu'à présent. Le professeur Muyembe qui coordonne les opérations de l'OMS sur place, notamment à Goma, a expliqué qu'un nouveau vaccin serait administré, beaucoup plus compliqué cette fois, puisqu'il faut 2 doses à 56 jours d'intervalle. Est-ce que, selon vous, ce sera efficace? Et pourquoi est-ce que la précédente version n'a pas fait ses preuves, manifestement, si on change de version de sérum? Alors, le premier vaccin n'est efficace que 10 jours après l'injection. Ce qui fait que du coup, il y a des rumeurs, parce que des personnes qui ont été vaccinées, notamment des personnels de santé, ont quand même fait la maladie, mais c'est qu'ils ont été vaccinés trop tardivement. Ce vaccin a aussi comme inconvénient qu'il doit être transporté à moins 60 degrés, je crois, donc qui implique une chaîne de froid extrêmement complexe. Mais il y a toute une polémique pour savoir s'il y a suffisamment de stock de ce vaccin, avec notamment pour des raisons d'autorisation de mise sur le marché américain, le laboratoire Merck qui a lancé une usine mais qui n'a pas été reconnue. Et d'un côté on nous dit qu'il y a suffisamment, d'un autre côté on nous dit qu'il n'y a pas suffisamment. Entre-temps, le laboratoire Johnson & Johnson, si j'ai bien compris, intérêt américain, à un moment donné où les rapports entre les USA et la RDC se renforcent très largement, avec notamment des prospections minières d'or et autres qui sont en train de se mettre en place. Ce vaccin qui a comme gros inconvénient, premièrement, de n'avoir été essayé que chez des primates et dans des modèles animaux. Deuxièmement, de nécessiter une deuxième injection, je crois, à 60 jours, donc dans des populations extrêmement mouvantes et labiles, ça paraît impossible de le faire. Et c'est la raison pour laquelle le ministre Ilunga, qui, je suis des épidémies, j'ai participé à 6 épidémies depuis 2003, c'est le premier ministère de la Santé. C'est le premier ministère, le ministre de la Santé, c'est le premier ministère de la Santé qui a envoyé des bulletins quotidiens, des analyses extrêmement fines, et comme d'habitude, il y a des conflits politiques, il y a des conflits économiques sous-jacents. Et donc le docteur Ilunga a refusé ce deuxième vaccin et s'oppose au professeur Muyembe, connu internationalement, avec seulement 4 publications dans PubMed, qui est l'endroit de recensement des publications des scientifiques, où il est signataire en premier ou dans les 3 premiers. Le professeur Muyembe, qui suit cette affaire quand même depuis le début, il n'y a pas d'homme miraculeux. Donc là, il y a un conflit
avec des enjeux politiques et économiques extrêmement importants. Et une population vulnérable au cœur de ce conflit, une population de plus en plus méfiante d'ailleurs à vouloir se soumettre à ces vaccins. Comment est-ce qu'on peut tenter de convaincre ces gens-là et les sensibiliser à prendre les précautions qui s'imposent notamment ? D'abord, il ne faut pas oublier que l'arbre cache la forêt. Non, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'une grande partie de la population est parfaitement observante. Avec des réactions... Qui a conscience de ce danger bien réellement, sûr, il ne faut pas prendre des gens pour des Ebola. imbéciles. Mais beaucoup refusent de se soumettre aux campagnes de vaccination. Ah oui, mais attendez, le refus aux campagnes de vaccination... D'abord, il y a généralement des problèmes de mauvaise organisation, de critiques qui sont faites. En plus, il y a une très grande lenteur parce que pour obtenir le consentement éclairé, ça prend un temps fou. Et donc, à l'heure actuelle, ils sont en train de passer un système qui permet de vacciner plus de gens avec des consentements collectifs et non plus des consentements individuels. C'est ce que j'ai entendu, je crois, chez vous. Donc, si vous voulez, il y a déjà des problèmes d'organisation. Ensuite, comme partout, vous savez, en France comme ailleurs, les courants anti-vaccinaux sont extrêmement importants, avec en plus ici se greffe là-dessus, parfois pour certains, des dimensions mystiques associées à la chose. Mais vous savez, on a même eu des refus dans les épidémies précédentes. Les pistolets infrarouges qu'on approche ont été accusés d'injecter la maladie ou de prélever la force vitale. Dans ce type de propos alternatifs, on peut tout dire et n'importe quoi. Merci beaucoup, docteur Epelboin. Merci pour ces éléments de compréhension. Je rappelle que vous êtes médecin anthropologue au CNRS et consultant pour l'OMS. Merci à vous.